Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal de news parce que je n'ai pas fait de Texama Show la semaine dernière. J'étais occupé à faire ceci. Ça, c'est une vidéo qui arrivera très prochainement, ne vous inquiétez pas. Et pour les plus observateurs, oui, c'est le 7900 XTX que j'avais avant, mais un petit peu changé. Vous en verrez plus dans la vidéo. Bref, et j'ai aussi fait du nettoyage de printemps. Ça, c'est plutôt important. Mon bureau n'a jamais été aussi propre. Enfin, sauf quand j'ai emménagé dedans parce que là, il était vide. Enfin bref. Un élément souvent sous-estimé pour un setup de stream ou même un setup d'enregistrement est un téléprompteur. C'est pour ça que quand Elgato, qui sponsorise ce début de vidéo, a sorti leur téléprompteur, j'étais hyper content. Parce que enfin, on a un bon téléprompteur qui s'intègre parfaitement à un écosystème PC, pour que ce soit du stream, mais aussi de l'enregistrement de vidéo. Et quand je dis caméra, je dis bien tout type de caméra, que ce soit une webcam, une caméra classique ou même votre téléphone. Elgato inclut tous les accessoires dans la boîte pour adapter à n'importe quel type de caméra. Et à quoi ça sert un téléprompteur, vous allez me dire? Eh bien, c'est tout simplement un écran que vous mettez en dessous de votre caméra, qui est reflété sur une plaque de verre. Comme ça, votre caméra peut toujours vous filmer, mais vous voyez ce qui se passe sur l'écran. Ça permet par exemple de mettre du texte pour lire devant votre caméra, si vous avez fait des scripts ou autre chose. Si vous faites une interview par exemple en vidéo pour une entreprise, vous pouvez utiliser ça. C'est aussi très pratique si vous avez peut-être des réunions, comme ça vous pouvez continuer de maintenir un contact visuel avec votre interlocuteur tout en pouvant voir ce qui se passe à l'écran quand même, s'il y a d'autres personnes sur la réunion qui est en train de rejoindre ou si quelqu'un fait une présentation. Et évidemment pour le streaming, c'est tout aussi pratique. Ça vous permet par exemple d'afficher votre chat Twitch, comme ça vous pouvez maintenir un contact visuel avec votre audience tout en lisant leurs messages. Mais en plus de ça, vous pouvez aussi l'utiliser comme un second écran et mettre n'importe quoi dessus. Une vidéo YouTube, peut-être votre programme de stream pour pouvoir monitorer votre stream sans pour autant gâcher un de vos écrans. Tout est possible. Et via le logiciel Camera Hub de Elgato, vous pouvez configurer tout ça. Que ce soit par exemple la largeur du texte, le texte que vous allez mettre dessus pour faire téléprompteur, mais aussi si vous voulez l'utiliser par exemple pour monitorer votre chat Twitch, vous pouvez intégrer directement celui-ci via le logiciel. Donc oui, pas besoin de glisser une fenêtre Twitch sur l'écran secondaire, c'est directement intégré à Camera Hub. Du coup, si vous avez besoin d'un second écran que vous pouvez mettre devant votre caméra pour lire des scripts, regarder votre chat Twitch ou même n'importe quoi, n'hésitez pas à découvrir dès maintenant le téléprompteur d'Elgato en suivant dans la description. Encore merci à eux d'avoir sponsorisé ce début de vidéo. La première news de la semaine, c'est le fait que Android et du coup par extension Google est en train de travailler sur leur propre AirTag. Alors, on ne parle pas ici de Pixel Tag ou autre chose, même s'ils pourraient en faire. On parle vraiment de tags Android, donc on va les appeler des Android Tags, qui fonctionneraient avec la plupart des téléphones Android qui seront mis à jour évidemment vers une version d'Android qui supporte cette fonctionnalité-là. Alors bien sûr, il existe déjà des systèmes de tags sur Android. Vous avez d'abord Tile qui existe, même si à mon avis leur business a dû pas mal chuter, surtout au niveau d'iOS. Mais il y a aussi Samsung qui ont leur propre Smart Tag qui apparemment fonctionne plutôt bien. J'ai pas pu les tester personnellement. Je pense que la plupart des gens sont surtout au courant à propos des AirTags qui, eux, fonctionnent tellement bien même qu'il y a des gens qui les utilisent pour des mauvaises raisons. Mais quoi qu'il arrive, ils fonctionnent extrêmement bien. Et du coup, c'est Android Tag pourrait fonctionner de la même manière. Quand vous avez un téléphone Android à proximité qui détecte le tag, eh bien, il renseigne sa position au service Android. Et du coup, Google peut vous dire « Hey, ton tag, il est là si tu as perdu ton sac. » Ce qui est évidemment extrêmement pratique pour retrouver des appareils et tout ça. Il y a même des gens, par exemple, qui mettent des AirTags dans leur vélo pour les retrouver à distance. Et comme il y a toujours des iPhones un peu partout, ça fonctionne plutôt bien. Mais le truc, c'est qu'en Europe surtout, parce qu'aux États-Unis, il y a énormément d'iPhones, la plupart des gens ont des iPhones, mais en Europe, par contre, la plupart des gens ont des téléphones Android. Les iPhones sont très populaires, mais la plupart des gens ont quand même un téléphone Android. Donc, il y aurait un plus grand intérêt pour avoir un réseau de Android Tag qui du coup fonctionnera avec encore plus d'appareils ici et nous permettrait de détecter justement si on en a perdu un. Alors, encore une fois, vous avez Samsung qui en ont et il y a quand même pas mal de téléphones Samsung qui traînent un petit peu partout en Europe aussi, donc ça permet quand même d'avoir un tag sur Android qui fonctionne, mais le mieux, ce serait quand même évidemment un système que tout le monde peut supporter et qui aussi permet à n'importe quelle marque, que ce soit Samsung, que ce soit Google, n'importe quelle marque qui fait des téléphones Android puisse faire leur propre tag qui fonctionne sur le même système que Google a du coup lancé. Ça, ce serait la solution idéale. Comme ça offre la concurrence, mais tout le monde utilise le même système, donc ça fonctionne aussi bien. Parce qu'évidemment, actuellement, Tile et justement aussi le Smart Tag de Samsung sont en partie limités
à leur propre écosystème, ce qui peut être un petit peu embêtant. Mais bon, ça, c'est les avantages. Nous avons ces désavantages à un tel système. C'est le fait que ces tags pourraient être utilisés de façon très mauvaise. Imaginez si quelqu'un met un tag dans votre poche. Vous pourriez vous dire, oh, jusqu'à maintenant, de toute façon, j'ai un téléphone Android, donc ça ne permet pas de traquer. Mais quand ces tags seront disponibles, ben, votre téléphone Android pourra aussi bien traquer ce tag par défaut si vous ne désactivez pas la fonctionnalité. Et certaines personnes pourraient utiliser ça à des fins, évidemment, très mauvaises. Donc, là aussi, vous avez Google et Apple, justement, qui travaillent main dans la main pour mieux détecter quand un tag suit une personne, notamment un AirTag suit une personne avec un téléphone Android. Donc ça, c'est déjà en partie en place, mais ils vont mettre encore plus en place des systèmes pour bien détecter tout ça. Ce qui est dommage qu'on en arrive là. C'est une bonne chose qu'ils le fassent, mais c'est dommage qu'on en arrive là parce qu'évidemment, ça réduit l'intérêt de ces tags parce que ça permet de les trouver plus facilement et du coup, ça permettrait aussi à quelqu'un qui a volé peut-être votre sac ou autre chose, même votre, je sais pas moi, vélo, il pourrait être détecté plus facilement qu'il y a un tag qui le suit et du coup, il y a un tag qui traque ce qui vous a volé. Donc, vous voyez, on peut, c'est comme à chaque fois dans la vraie vie, hein, dans la vraie vie, même dans la vie en fait, c'est il y a quelque chose de génial qui est créé et puis il y a toujours un petit groupe de personnes qui le gâchent pour tout le monde et là, ben, c'est totalement le cas. Alors c'est toujours mieux que le système Tile de voilà je ne sais combien d'années parce qu'ils existent depuis très longtemps, mais ouais, ces tags auront quand même quelques limitations qui ne devraient techniquement pas être là, mais à cause de personnes mal intentionnées, sont là. Ensuite, on a une news pas très plaisante si vous êtes possesseur d'un Core i9 et notamment les Core i9 13900K et 14900K. Vous avez pas mal d'utilisateurs qui commencent à indiquer qu'ils ont des problèmes de stabilité dans certains jeux. En gros, ils lancent ce jeu, ça va bien et puis au bout d'un moment, le jeu crache complètement. Ils ne savent pas trop pourquoi. Nvidia a sorti une mise à jour de driver récemment où dans le changelog, donc les notes de version, ils indiquent que des crashs sont possibles, mais c'est dû au fait que certaines personnes utilisent des processeurs Intel. Donc là, littéralement, Nvidia rejette la faute, mais ça semble réellement venir des processeurs Intel pour ceux qui se demandent. Vous avez du coup beaucoup des jeux qui sont affectés sont des jeux qui tournent sur Unreal Engine, pas tous, mais beaucoup. Du coup, vous avez même Epic qui a investigué un petit peu et il recommande aux gens de limiter la consommation des processeurs. Donc, visiblement, ce qui pourrait en partie causer le problème, c'est la consommation extrême de ces Core i9, notamment le 14900K, qui fait que le processeur consomme tellement qui fait cracher le jeu parce qu'il y a des instabilités qui se créent ou autre chose. Peut-être à cause de la chaleur ou autre chose, ou juste la pure consommation derrière. Donc, il y a d'autres processeurs qui pourraient être affectés, notamment les KF. Et il y a certaines personnes qui ont des 13700K et 14700K qui ont aussi indiqué qu'ils auraient potentiellement des problèmes. Et ce problème aussi est renforcé par le fait que beaucoup de ces processeurs, par défaut, et j'en ai parlé par le passé, quand vous le mettez dans une carte mère Intel, vous lancez le PC pour la première fois, par défaut, toutes les limites sont retirées. Genre vraiment, le processeur peut être en mode je consomme autant que je veux. Et ça, évidemment, c'est assez problématique. Donc, vous pouvez aller dans le BIOS et changer justement ces limites-là. Il y a des technologies qui existent que vous pouvez activer aussi. Mais même avec ça, ben, des fois, le processeur va juste consommer énormément. Donc là, il y a réellement un problème. Et visiblement, la stratégie d'Intel de juste complètement ignorer la consommation électrique et juste viser le plus haut niveau de performance possible avec leur processeur actuel semble commencer à poser d'assez gros problèmes. J'ose même pas imaginer les processeurs de i9 14900 KS qui, lui, encore consomme encore plus. Donc là ça va être abusé. Donc, si vous avez un de ces processeurs-là et que vous avez eu des crashs récemment, ben, ça pourrait être à cause de ça. Donc, n'hésitez pas à peut-être checker dans votre BIOS pour limiter la consommation du processeur, ce qui pourrait peut-être régler le problème. Ensuite, on a une news sur le fait que Fairphone a sorti des nouveaux Fairbuds. Alors, Fairphone, si vous ne savez pas, c'est une société qui fabrique des smartphones de manière équitable. Donc, ils essayent de trouver des pièces déjà recyclées, tout ça, de les faire fabriquer de manière respectueuse. Donc, ils ne vont pas fabriquer dans une usine en Chine où ça pourrait être des enfants qui fabriquent le smartphone, ou en tout cas les personnes sont exploitées derrière. Donc ils essayent vraiment de faire un smartphone de manière respectueuse pour la nature, mais aussi les gens. Donc ils sont intéressants et ils sont surtout disponibles en Europe. Par exemple, les Américains n'ont pas droit au Fairphone pour le moment. Ils doivent l'importer, donc c'est un peu compliqué. Alors les Fairphones sont sympas à ce niveau-là, mais ils ont aussi des désavantages. Ils ne sont pas les plus puissants, ils ne sont pas les meilleurs niveaux photo, et ils sont assez chers parce que forcément, quand vous faites correctement les choses,
ben, vous devez payer plus cher. Mais du coup, récemment, ils ont annoncé les Fairbuds. Et les Fairbuds ont un prix de 149 euros. C'est clairement pas les plus abordables, mais ça va encore au niveau prix pour des earbuds. Et comme vous pouvez voir, ben, déjà, ils sont plutôt sympathiques. Et surtout, ben, ils suivent la même philosophie. Donc, notamment, la batterie que vous avez dans le boîtier de chargement peut être remplacée très facilement. Et la batterie de chaque earbuds aussi peut être remplacée très facilement. Ils ont une garantie de 3 ans même aussi. Et ils conservent quand même la résistance à l'eau jusqu'à une résistance IP54. Donc, littéralement, Fairbuds, j'allais dire, Fairphone montre ici que c'est tout à fait possible pour les marques qui fabriquent des earbuds et tout ça, d'en faire de manière respectueuse, ou en tout cas, on peut changer la batterie. Parce que ça, c'est le problème numéro un de tous ces earbuds que vous pouvez acheter, c'est qu'ils sont géniaux, vous les utilisez pendant quelques années, et puis après, la batterie qui est minuscule, évidemment, comme vous faites beaucoup de cycles de chargement-déchargement, est complètement dégommée, et quand la batterie est mauvaise, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce qu'elle est littéralement intégrée, gluée en place dans ces earbuds. Encore dans le boîtier de chargement, c'est possible de le changer pas trop difficilement, mais dans les earbuds, c'est juste impossible la plupart du temps. Donc c'est juste plus facile de en racheter des nouveaux en fait. Ce qui est évidemment pas très bon au niveau écologique, mais aussi pas très bon pour votre portefeuille, parce que ça veut dire que vous devez racheter des nouveaux earbuds qui coûtent assez cher, alors que vous aurez pu acheter une batterie qui coûte 10 euros. Donc là, l'initiative de Fairphone est selon moi très bonne, et surtout là, ils ont un produit qui, contrairement au Fairphone qui selon moi est les Fairbuds ici sont plutôt intéressants pour les gens. Alors évidemment, il faudra tester, voir la qualité. Est-ce qu'ils ont bien géré le son? Est-ce qu'ils sont bons selon le prix, tout ça? Bon, évidemment, s'ils sont un peu moins bons par rapport aux autres acteurs pour le même prix, c'est compréhensible parce qu'ils offrent d'autres fonctionnalités comme le fait de pouvoir changer batterie. Mais évidemment aussi, si la qualité est juste mauvaise et qu'ils ont le profil de son de earbuds que vous pouvez acheter pour 30 euros, ce serait mauvais. Donc là, il faudra voir évidemment via des tests, mais dans tous les cas, le principe est très intéressant. Ensuite, en parlant de bonne idée, mais qui est certainement très mauvaise, vous avez Panasonic qui a sorti le Avionics Astrova, qui est en gros un système de divertissement pour les avions. Donc c'est un système, je vous rappelle, que vous pouvez mettre dans les sièges et qui permettent aux gens de regarder des films, écouter de la musique et tout ça, voir le plan de vol et tout. Donc c'est assez important pour les vols long courriers surtout parce que quand vous restez 5 heures, 7 heures dans un avion, vous avez envie d'avoir quelque chose à faire, pas juste rester là à attendre bêtement. Donc bien souvent ces avions ont évidemment des systèmes de divertissement comme ça. Et du coup la particularité de celui-là, c'est qu'ils veulent utiliser, ou plutôt ils utilisent un écran OLED. Et là directement, pour ceux qui ont déjà été dans un avion avec ce genre de système-là, je pense que vous voyez le problème assez rapidement. Mais pour ceux qui ne savent pas, je vais vous l'expliquer. Vous avez une image qui illustre assez bien. Quand vous rentrez dans un avion, tout est allumé comme ça. Et ces écrans-là, ils restent allumés très longtemps. Même si l'avion est en train d'attendre au sol et est vidé pour les prochains passagers, tous les écrans sont allumés. Et du coup, des écrans OLED qui restent allumés en permanence sur un écran fixe d'attente comme ça, très très mauvaise comme idée. Donc je sais pas pourquoi ils se sont dit que ce serait une bonne idée de faire ça. Évidemment, les écrans OLED ont des avantages. Ils permettent de justement avoir moins de consommation parce que vous pouvez éteindre vraiment les pixels. Donc ça permettrait dans un avion d'économiser peut-être en consommation derrière. Ça permet d'avoir une très bonne qualité d'image. Il y a beaucoup d'avantages. Mais ici, certainement, oui, le fait qu'il soit tout le temps allumé dans un avion, c'est un énorme désavantage selon moi qui pourrait coûter assez cher. Parce que ces systèmes de divertissement dans les avions, ils restent là en place pendant très longtemps. Bien souvent, vous avez des constructeurs, ils vont commander un avion, ils vont faire l'intérieur et tout ça, et ils vont utiliser cet avion pendant... Il y en a qui utilisent pendant 20, 30 ans. Évidemment, il y en a qui vont aussi rafraîchir un petit peu l'intérieur, mais bien souvent, des fois, ils rafraîchissent même pas l'intérieur. Si l'avion est un peu vieux parce qu'il a plus de 15 ans, ils vont juste le revendre à une autre compagnie qui a besoin d'un avion moins cher, et eux, ils vont se racheter des nouveaux avions. Et du coup, le système de divertissement, il va juste rester dans le siège, il va jamais être changé. Donc là, j'imagine énormément de problèmes dans un futur proche pour tous ceux qui vont décider d'utiliser ça. Ils vont avoir des problèmes de burn-in et tout ça, c'est juste la
pire idée possible. Et pour information, du coup, les compagnies qui pourraient utiliser ce système-là, ce serait Icelander. Vous avez Qantas, qui est une assez grosse compagnie en réalité, qui est basée en Australie, si je me souviens bien, et United Airlines, qui est évidemment aussi basée aux États-Unis et qui pourrait les utiliser dans les années prochaines. Et moi, j'ai juste envie de leur dire, non, ne faites pas ça. Croyez-moi, ça ne vaut pas la peine. C'est génial, les écrans LED, mais là en particulier, c'est certainement le pire endroit où les mettre. À moins qu'ils mettent en place des technologies dans le logiciel, ce que je crois pas trop, parce que, encore une fois, si vous avez été dans un de ces avions-là, le système d'exploitation que vous avez sur ces systèmes de divertissement, comme j'ai dit, des fois, l'avion a 15, 20 ans, mais le système d'exploitation, même s'il a été rafraîchi, il tourne sur du hardware qui a 15-20 ans, et du coup, c'est pas trop ça. Les écrans tactiles qui mettent du temps à répondre et tout, c'est assez commun dans ce genre d'avion. Donc, yep. Ça va être très mauvais. Et à mon avis, il n'y aura pas de technologie pour empêcher le burn-in. Donc, juste la pire idée possible, selon moi. Même si, encore une fois, il y a des avantages. Et en plus, les écrans sont un petit peu plus grands. Ils ont des tailles de 13, 16, 19, 22, 27, 32 pouces. Et même une version 42 pouces qui est évidemment pas pour les sièges économie parce que je ne sais même pas où il y aurait la place de mettre ça. Donc, ils mettront quand même des plus grands écrans parce que les écrans LED sont assez fins, donc ils pourraient le faire. Mais, yep, encore une fois, même s'il y a tous ces avantages, il y a un énorme désavantage qui va juste casser, selon moi, la technologie ou causer d'énormes problèmes à ces compagnies qui devront littéralement remplacer les écrans tous les. Ah, je serais même pas étonné qu'ils doivent les remplacer tous les 3 ans. Parce qu'ils vont se choper des burn-in massifs. Ensuite, on a une news qui concerne Amazon, qui a dû arrêter une fonctionnalité phare de Amazon Fresh, qui était, il me semble, Amazon Go. Amazon Go, si vous ne savez pas, donc je vais mettre la vidéo pendant que ça, j'en l'explique. En gros, Amazon a acheté une chaîne de magasins, ou plutôt de supermarchés, et ils l'ont retransformé pour tester un nouveau principe, qui était Amazon Go. Donc en gros, vous allez à ces supermarchés, vous rentrez en scannant votre téléphone, vous prenez ce que vous voulez, vous le mettez dans votre sac, dans votre caddie, n'importe où, vous sortez et automatiquement, il sait ce que vous avez acheté parce qu'il y a des caméras partout qui regardent ce que vous prenez et du coup, il vous met sur votre compte Amazon. Ah oui, t'as pris 2 canettes de coca, t'as pris une bouteille d'eau, un sandwich, je sais pas quoi. Voilà, ça coûte autant. Et il y a plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus et honnêtement, ça marchait plutôt bien. Bien, le truc, c'est que Amazon a révélé récemment que ça marchait pas si bien que ça et c'est pour ça qu'ils ont arrêté le système. Parce que sur 1000 interactions avec le système, donc imaginez, vous avez 1000 personnes qui achètent quelque chose, eh bien, ils espéraient que entre 20 et 50 de ces interactions sur 1000 requièrent l'intervention d'un être humain. Sauf qu'en réalité, c'était plus de 700 de ces interactions qui requéraient un être humain. Donc en gros, la plupart des transactions qui étaient faites dans ce magasin, il y avait un être humain qui les vérifiait derrière et qui devait corriger ce que le système avait détecté. Et ces personnes-là étaient en Inde, il y avait une équipe de plus de 1000 personnes en Inde pour corriger tout ça. Et il faut savoir que ces Amazon Fresh et tout ça, Amazon Go, il n'y en avait pas énormément. Il y avait juste quelques magasins ici par là. Donc en gros, oui, ça fait une équipe énorme pour juste vérifier quelques supermarchés. Donc ouais, ça ne marchait, mais alors pas du tout correctement. Ensuite, on a une news qui concerne Tesla. Il y a en réalité pas mal de news ces derniers temps au niveau de Tesla qui sont, selon moi, assez intéressantes. La news ici qui a été postée, du coup, indiquait que possiblement Tesla avait abandonné les plans pour faire une voiture qui coûte seulement 25 000 $, une possible Model 2 qui serait une voiture plus petite, donc une citadine qui serait parfaite pour les villes européennes et que du coup beaucoup de gens d'ailleurs en Europe attendent et qui serait aussi parfait pour le marché chinois. Du coup apparemment ça aurait été abandonné. Il faut savoir que depuis sur Twitter, Elon Musk a indiqué que c'était faux sans vraiment préciser plus que ça. Et surtout, il faut quand même indiquer que ça fait des années que c'est prévu, mais qu'on n'a toujours aucune information. Donc, les gens attendent avec beaucoup d'impatience. Donc, à voir si c'est le cas. On a aussi la sortie notamment du Cybertruck aux États-Unis, qui est cet énorme pick-up qu'a fait du coup Tesla, qui est très moderne au niveau de son design, qui est voilà, certaines personnes adorent, certaines personnes n'aiment pas, qui a eu aussi évidemment son lot de problèmes. Déjà, ils ont dû augmenter drastiquement le prix par rapport à ce qu'ils avaient indiqué. Ils ont des énormes retards de livraison. Et finalement, maintenant que le Cybertruck est là, il y a quelques problèmes, et notamment sur la finition en acier qui est fait en acier inoxydable. Mais il faut savoir que l'acier inoxydable,
n'est quand même pas parfait. Vous pouvez quand même le tacher et tout ça. Et comme là, il n'y a aucune couche de peinture, ils mettent juste une couche protectrice dessus. Eh bien, il y a des personnes qui ont des problèmes où l'acier prend des taches en fait, ou même commence un petit peu à rouiller en surface. Ce qui évidemment n'est pas parfait. Et il y a d'autres problèmes encore comme ça avec le Cybertruck, mais basiquement, vous voyez, Tesla a un petit peu de mal en ce moment, après surtout avoir eu leur pic de popularité énorme il y a quelques années, si vous vous souvenez, où le, l'action Tesla avait juste atteint des sommets, hein, on peut le dire. Et depuis, un petit peu plus compliqué pour eux. Alors, ils restent toujours clairement des leaders du marché des voitures électriques. Et ils en vendent énormément, même si en réalité, ils se sont fait dépasser par une marque chinoise maintenant. Donc ça, ma foi, il faudra voir si cette marque chinoise arrive à s'imposer autre part aussi que juste sur le marché chinois. Il sera arrivé en Europe aussi, donc à voir. Mais dans tous les cas, il y a la guerre des voitures électriques est clairement lancée et Tesla a toujours une avance qui est considérable selon moi, surtout qu'ils ont juste des technologies beaucoup plus avancées au niveau de la chimie de leur batterie, leurs moteurs qui sont excellents, donc ils ont clairement des avantages qu'on ne peut pas leur enlever. Mais oui, ils ont un petit peu du mal et selon moi, le fait que même si cette modèle 2 n'est peut-être pas annulée, le fait qu'elle soit toujours pas annoncée, c'est assez problématique parce que elle aiderait énormément Tesla, pour moi, sur le marché européen, mais aussi le marché asiatique, qui a besoin de beaucoup de véhicules de petite taille parce que vous avez beaucoup de villes anciennes qui ont des rues très étroites. Et rien que, si vous ne savez pas, mais une Model 3, si vous n'avez jamais vu une Model 3, elles sont assez larges. Et c'est pas les plus larges. Une Model S est encore plus large. C'est des voitures vraiment très larges et qui, du coup, des fois ont un petit peu du mal dans des villes européennes. Du coup, et aussi elles sont très longues, donc bonne chance pour les garer des fois. Donc une Model 2 serait évidemment très intéressante rien que pour ça. Et aussi serait plus économique, donc plus intéressante pour beaucoup d'acheteurs. Parce qu'à l'heure actuelle, on va pas se voiler la face, hein, les voitures électriques, c'est quand même un sacré coût si vous voulez en avoir une. Outre, il y a évidemment tout le débat écologique. Est-ce que c'est vraiment plus écologique parce qu'on doit la quantité de minage fait derrière pour tout ce qui est les minerais rares, mais aussi le lithium. Est-ce que c'est vraiment aussi écologique que ça y paraît? Il y a aussi tous les problèmes de justement arriver à recharger toutes ces voitures électriques qui vont arriver sur nos routes. Il y a aussi le problème aussi que ces voitures électriques sont beaucoup plus lourdes, ce qui peut aussi causer des problèmes d'entretien pour les routes. Il y a énormément de débats là-dessus. Mais il y a aussi tout simplement le problème que elle coûte cher, quoi. Et même si vous vouliez en acheter une, peu importe l'intérêt écologique, bah, il faut quand même mettre un sacré budget. Donc, yep. Le fait que Tesla n'ait toujours rien annoncé, c'est selon moi assez problématique et indique que il va falloir encore peut-être de nombreuses années avant qu'on ait vraiment des voitures électriques économiques en tout cas. Ensuite, on passe à des news hardware avec ici le fait que MSI a confirmé l'arrivée d'un nouveau microcode AGISA qu'ils ont du coup ajouté dans un de leurs nouveaux BIOS pour une de leurs cartes mères en B650, mais il y en a d'autres aussi. Et comme vous pouvez voir selon le changelog, on a le support de AGISA en version 1.1.7.0 patch A et qui permet de supporter les processeurs de prochaine génération. Donc le microcode AGISA, si vous ne savez pas, c'est quelque chose qui est fait par AMD qui permet de basiquement corriger des problèmes, des failles de sécurité, tout ça, mais surtout aussi rajouter le support des processeurs. Donc ici, nous avons littéralement le support initial des processeurs Ryzen 9000 qui est rajouté à l'heure actuelle dans les cartes mères, donc ce qui indiquerait une arrivée très prochaine. La date de sortie, pour ceux qui se demandent, pourrait être juin, ou en tout cas une annonce en juin et une sortie en juillet, donc c'est très prochainement. Donc pour ceux qui sont impatients, ben voilà, ça arrive très prochainement. Et du coup, ces nouveaux Ryzen 9000, on a pas mal d'informations quand même dessus et on a pas mal d'informations sur le fait que ils sont assez similaires au Ryzen 7000 en termes de configuration. Donc vous avez toujours jusqu'à 16 cœurs, vous avez toujours un TDP de 65 à 170 watts et vous avez toujours évidemment le support du socket AM5, donc ils seront aussi compatibles avec les anciennes cartes mères, celles qu'on a déjà à l'heure actuelle. Donc ça, on sait tout ça. On a aussi des leaks comme quoi ces nouveaux processeurs seraient en réalité pas mal performants. Ils seraient jusqu'à même 20 à 30% plus performants que les Ryzen 7000. Après, évidemment, ça dépend dans quelles conditions et tout ça, selon les tests et tout, donc tenez-en compte. Mais oui, ils seraient, quoi qu'il arrive, peut-être pas une mise à jour majeure, mais apporteraient comme leur lot de nouveautés et surtout leur lot de nouvelles performances
et du coup rajouterait encore plus de pression évidemment sur Intel. Tenez compte aussi que c'est du coup Ryzen 9000 utiliserait Zen 5 qui est une nouvelle architecture, on a Zen 4 à l'heure actuelle, et un détail très important c'est que nous n'aurons pas les versions X3D pour le moment, et aussi mais les processeurs par défaut ne seront pas en mode X3D. Donc il y a des gens qui se disaient oh peut-être que pour les prochains processeurs ils vont juste arrêter de faire des versions sans le cache 3D et juste mettre un cache 3D pour tout le monde. Non, ils continuent de faire la distinction ici. Donc c'est même assez rentable pour eux. Ils vont sortir un nouveau Ryzen 9000 et puis d'ici peut-être 6 mois, 1 an, ils vont faire une version X3D. Comme ça redonne un gain d'intérêt pour les gens qui voudraient peut-être acheter un nouveau système. Ça, ils le font, ils l'ont fait avec les Ryzen 5000, ils l'ont encore fait encore plus avec les Ryzen 7000 évidemment, comme on l'a pu le voir. Donc on verra bien ce que ça donnera, ma foi. Ensuite, on a une news au niveau d'AMD qui aurait commencé le développement, ou plutôt le support dans leurs drivers et leurs différentes fonctionnalités, d'un nouveau GPU qui serait un GPU Navi 48 basé sur l'architecture RDNA 4.0. Donc il y a très peu d'informations pour le moment, mais le fait que ça apparaît dans des bouts de code sur la plateforme ROCm, qui est pour information Radeon Open Compute Platform, qui est leur plateforme open source où ils mettent notamment tout ce qui est FSR et tout ça, parce que AMD fait pas mal d'open source. Et du coup, sur le GitHub de cette plateforme-là, il y a des informations sur un fameux GPU Navi 48 sur RDNA 4.0. On a aussi évidemment le fait que il y a la possibilité que AMD fasse des GPU sur RDNA 3.5, qui serait une version améliorée de RDNA 3. Il y a aussi des rumeurs comme quoi AMD ne viserait pas le ultra haut de gamme pour la prochaine génération. Donc, ce sera en réalité similaire à cette génération-ci, parce que la 7900 XTX n'a jamais vraiment visé à concurrencer la 4090, parce que de toute façon, c'est même pas le même prix ni rien. Mais là, apparemment, ils viseraient même pas forcément aussi le haut de gamme, donc peut-être même pas une concurrence par rapport à une future RTX 5080. Ils viseraient plus le milieu de gamme, donc à voir vraiment ce que ça donne. Une chose est sûre, ils sont en train de travailler dessus et ça en est en partie la preuve. Donc on verra bien ce que ça donnera dans les prochains mois quand justement on aura les annonces au niveau de ces cartes graphiques. On sait que ça arrive, tout comme les processeurs. Euh, Ça arrivera après, par contre, les processeurs, tenez-en en compte, mais on sait que ça arrivera normalement fin d'année, voire éventuellement début d'année 2025. Donc, personnellement, je suis assez impatient de voir ce qu'ils vont faire et j'espère que ils vont quand même essayer de concurrencer Nvidia sur la plupart des gammes existantes. J'aimerais pas qu'ils fassent juste un GPU à 500 € et qu'ils n'essayent pas d'aller au-dessus parce que ça limiterait quand même le marché pour les gens qui veulent acheter des GPU, quoi. Et puis personnellement, j'ai une 7900 XTX, j'aimerais avoir une carte pour la remplacer. Si ils sortent aucune carte qui est plus puissante ou juste une carte qui a le même niveau de performance, ce serait un peu dommage. On a aussi une news au niveau d'Intel qui va sortir prochainement des processeurs et là, préparez-vous parce que ça porte énormément à confusion, vous allez le voir. Donc ces nouveaux processeurs seront les Core Ultra 200, donc là jusqu'à maintenant logique, ils ont sorti des Core Ultra 100 sur les PC portables. Faire les 200, ça suit de manière logique. Mais toutefois, contrairement au Core Ultra 100 qui utilisait une seule architecture qui était Meteor Lake, donc il y avait une version H, donc une version un peu plus puissante pour les ordinateurs de jeu, et puis une version U qui était plus efficace au niveau énergétique. Ici, ces Core Ultra 200 utiliseraient 3 architectures à la fois, ce qui est en partie logique. Je vais l'expliquer. Donc ils auraient Arrow Lake, qui serait du coup pour les Core S. Vous auriez ensuite Arrow Lake pour les processeurs HX, donc haute performance pour les PC portables. Et vous auriez ensuite Raptor Lake Refresh, donc même pas Meteor Lake, donc c'est-à-dire oui, Raptor Lake Refresh, c'est ce qui est utilisé actuellement sur les Core Intel de 14e génération, et qui est basiquement la même chose que dans les Core Intel de 13e génération, et qui était basiquement aussi la même chose que les Core Intel de 12e génération. Donc là c'est déjà bizarre. Et puis on aura Lunar Lake, qui est une nouvelle architecture qui sera seulement sur les Core U. Alors en réalité, Arrow Lake et Lunar Lake, c'est logique qu'il y en ait deux parce que Arrow Lake est plus performance et Lunar Lake est plus orienté efficacité énergétique. Donc c'est logique qu'ils fassent une architecture spéciale pour les trucs qui en ont besoin. Donc les appareils, les ultrabooks, très petits en taille. Ça, j'ai aucun problème. Le problème, c'est, oui, on a Arrow Lake qui serait mélangé avec des Raptor Lake, qui ne sont même pas des Meteor Lake. Donc, c'est des trucs hyper vieux en termes d'architecture.
Il n'y a aucune logique derrière, mais la seule logique apparemment, c'est que ceux qui n'utilisent pas la dernière architecture ne seraient pas appelés tout simplement Core Ultra. Ils seraient juste appelés Core 200. Est-ce que ça aide à retirer la confusion? Pas du tout, on va être honnête. Si quelqu'un arrive dans le supermarché et qu'il est en mode « Oh, j'ai envie d'un ordinateur ou autre chose » et qu'il voit un Core 200 et un Core 200 Ultra, bon, il va se dire « Oui, le Core 200 Ultra est meilleur », mais il va pas se rendre compte que le Core 200 est pas juste moins bon, il est juste totalement moins bon parce que c'est une architecture beaucoup plus vieille. Donc, je ne sais pas encore ce que fait Intel. Il y a des trucs prometteurs réellement avec leur nouvelle architecture, franchement, surtout en termes d'efficacité énergétique, ce qui serait une très bonne chose pour eux. Mais à côté de ça, oui, il y a toujours un énorme problème de confusion, de marketing sur leur nom de processeur qui, selon moi, il faut qu'ils règlent ce problème-là. Parce que même AMD, qui ne sont pas les meilleurs, on va être honnête, surtout avec les processeurs mobiles, hein, les Ryzen 7000, il y a de tout là-dedans. Mais encore, il y a une forme de logique. Ici, non. Vous pourriez vous retrouver avec n'importe quoi dans le processeur. Et bonne chance pour savoir ce qu'il y a dedans. Yay. Aussi, comme vous pouvez voir, Lunar Lake, du coup, sera un processeur avec de la RAM intégrée. Oui, comme vous pouvez voir, il y a la RAM juste ici au-dessus du processeur qui sera là. Il y aura une architecture hybride, évidemment, où ils ont basiquement un cœur ou deux cœurs qui sont toujours actifs. Et puis, ils ont un compute module, comme ils l'appellent, où il y a d'autres cœurs qui sont séparés, qui peuvent être du coup activés quand il y a besoin de performance. Donc ça, c'est ce qu'ils utilisent déjà sur les Core 100, qui est en réalité plutôt efficace quand ça marche correctement et que c'est utilisé correctement, mais ça permet vraiment d'économiser de l'énergie et d'avoir une très bonne efficacité énergétique. Euh, donc là, c'est une bonne chose qui continue avec cette logique. Mais là, évidemment, oui, comme ce sera... Alors là, il y en a qui vont être en mode « Wow, la RAM est soudée directement sur le processeur, c'est pas une bonne chose, tout ça. » On parle d'un processeur, encore une fois, qui va être intégré dans des tablettes, dans des ultrabooks, genre de très petite taille. Donc, basiquement, des appareils où vous n'auriez pas pu mettre de la RAM comme ça. Elle aurait été soudée sur la carte mère. Donc, l'avantage à l'avoir soudée sur le microprocesseur ici, c'est plus simple pour les fabricants et tout. Et du coup, ça, je pense qu'il y en a aussi que ça fait beaucoup penser à ce que fait Apple, parce que c'est basiquement ce que fait Apple avec les M3, M2 et même M1, où ils mettent la RAM directement à côté du package. Donc, tout à fait logique, ça permet aussi d'avoir une production plus simple, augmenter un petit peu l'efficacité énergétique, toujours avoir des très bonnes performances, parce que la RAM est très proche, donc ça limite les problèmes de dégradation des signaux quand vous mettez la RAM de plus en plus loin. Donc, basiquement, ici, c'est pas un problème. Le problème, c'est vraiment au niveau de ça et des noms, parce que là... Oui, d'ailleurs, ce processeur-là s'appellera le Core Ultra 5 234V. Pourquoi V? Je ne sais pas. V pour vroom, parce qu'il est rapide, peut-être. Ensuite, en parlant de confusion et d'Intel, on a encore un peu plus de confusion ici avec la nouvelle version de Intel XeSS en 1.3. Intel XeSS est basiquement la technologie d'upscale de jeux vidéo de Intel, donc similaire à DLSS ou FSR, qui est en réalité plutôt bonne, notamment XeSS a une meilleure qualité d'image, il faut le savoir, que FSR, mais n'arrive quand même pas au même niveau que DLSS. Du coup, cette nouvelle version améliore le modèle d'IA derrière pour un meilleur upscaling, ils ont corrigé des glitches, ils ont aussi offert plus de niveaux de performance, donc plus de choix aux gens, donc pas mal de nouveautés. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'avant, on avait un mode Ultra Quality, Quality, Balance et Performance. Maintenant, on a Ultra Quality plus Ultra Quality, Quality, Balance, Performance et Ultra Performance. Donc, plus d'options pour les gens. Ça fait pas de mal, vous allez me dire, mais il y a de la confusion derrière et on va en parler après. Parlons premièrement du Ultra Quality Plus. Première confusion, c'est pas vraiment de l'upscale. Le Ultra Quality Plus fait toujours le rendu à la résolution native. C'est juste basiquement un anti-aliasing accéléré par IA, comme le fait justement Nvidia avec DLAA. Donc si vous avez déjà vu DLAA dans un jeu vidéo, basiquement le jeu est toujours rendu à sa résolution native. Donc si vous jouez en 1440p, le jeu est toujours rendu en 1440p. C'est juste qu'au lieu d'utiliser un anti-aliasing connu comme le TAA ou le SMA ou autre chose, ça utilise basiquement la même technologie que DLSS, mais sans faire d'upscaling. C'est juste, voilà, DLSS gère juste les imperfections de l'image et les améliore avec leur modèle d'IA. Donc ici, Intel a la même chose avec ce mode Ultra Quality Plus, qui est une bonne chose. Mais encore,
avec NVIDIA, au moins, c'est séparé. Vous voyez, c'est pas DLSS, c'est juste DLAA. Donc, vous savez que c'est pas la même chose. Ici, on dirait que c'est de l'upscaling alors que c'est pas vraiment de l'upscaling. Donc, un peu de confusion. Mais la plus grosse confusion vient du fait que vous pourriez vous dire que le mode performance de l'ancienne version de XeSS, il fait le même upscaling en fait. Ils ont juste amélioré la qualité. Non, non. Avant, le mode performance faisait un upscale de x2, c'est-à-dire qu'il basiquement faisait la résolution beaucoup plus basse et faisait un x2 pour passer à la résolution native. Ici, maintenant, ce sera 2,3. Donc oui, en gros, le gain de qualité, le gain de performance qu'ils indiquent en passant XeSS 1.3 ne vient pas du fait que la technologie est meilleure, elle vient juste du fait que la technologie fait le rendu à une plus basse qualité. Et puis repasse justement à la résolution native. Donc ça porte un peu à confusion. Alors ils ont quand même amélioré la qualité de rendu, ce qui leur permet de faire ça, basiquement. Littéralement, entre le mode performance de l'ancienne version et de la nouvelle version, vous aurez plus de performance, mais la qualité d'image devrait être un petit peu meilleure quand même. Il y a des problèmes selon moi au niveau de comment ils font les choses, mais ils offrent quand même plus à l'utilisateur. Mais ouais, il y a un petit peu de la confusion ici. Et le mode ultra performance, du coup, fait du x3 au niveau upscaling. Donc, ils ont montré un petit peu des previews pour montrer ce que ça donne. Tenez compte que XeSS, en réalité, tourne comme FSR, pas juste sur les cartes graphiques Intel, voilà. Ça tourne aussi sur les cartes graphiques AMD et même NVIDIA. Donc, ça, c'est assez important. Et donc, comme vous pouvez voir, avant, avec XeSS, avant, ils avaient 36 FPS dans Cyberpunk 2077 en 1080p Medium. Maintenant, ils sont en 38. Et vous pouvez voir les différents gains selon les différents jeux. Et d'ailleurs, en parlant d'NVIDIA et de DLSS, ils ont sorti une nouvelle version de DLSS qui est la 3.7.0. Et la grosse nouveauté de cette 3.7.0, c'est, en plus de faire des petites améliorations de qualité et tout ça, c'est le fait qu'ils ont rajouté un système qui permettra aux développeurs de plus facilement supporter DLSS directement. Et ce système-là, normalement, ne serait pas vraiment nécessaire parce que Microsoft va faire DirectSR, qui, je vous rappelle, sera basiquement une interface qui permet à n'importe quel développeur qui utilise DirectX de rajouter n'importe quel type d'upscaler, que ce soit celui de AMD, celui de Intel même ou celui de NVIDIA. Mais comme NVIDIA ne sait pas quand ça arrive, DirectSR, on ne le sait pas, et comme ils ont une certaine pression au niveau du fait que AMD FSR est beaucoup plus facile à implémenter que DLSS, eh bien, ils ont développé cette nouvelle technologie qui permet de juste simplifier l'intégration de DLSS dans un jeu vidéo. Donc, en gros, DLSS 3.7.0 peut-être n'est pas la plus grosse mise à jour pour les gens, mais ça devrait être une assez grosse mise à jour pour les développeurs qui, eux, devront avoir plus facile. Ils ont aussi apparemment rajouté le support de l'upscaling de l'alpha. Donc, je suppose que ça parle des couches alpha. Donc avec de la transparence et tout ça. Peut-être que ça permettrait de faire de l'upscaling de juste certains éléments de l'écran et pas de l'interface. Ça, c'était un problème évidemment de DLSS. Vous faites aussi l'upscaling des fois de l'interface et des fois, il y a des gros glitches sur l'interface. Et justement, c'était un truc que FSR ne fait pas. Il laisse le choix aux développeurs de ne pas faire le rendu, de ne pas upscale l'interface et du coup de ne pas avoir ces glitches. Donc peut-être que ça permet de supporter ça, je ne sais pas trop personnellement. Mais une chose est sûre, oui. La grosse mise à jour de DLSS 3.7.0, ça va être pour rajouter un support plus rapide pour les développeurs. Après, il y a quand même, apparemment, il y en a qui ont testé un petit peu. Il y a des utilisateurs qui sont amusés à remplacer la DLL de DLSS dans certains jeux. Parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez juste prendre une DLL update de DLSS, la mettre dans un ancien jeu qui supporte une ancienne version de DLSS. Et des fois, la plupart du temps, ça fonctionnera sans aucun problème. Après, tenez en compte, évidemment, ça ne garantit pas que ça fonctionnera, mais ça fonctionne la plupart du temps. Et du coup, ils ont déjà pu un peu tester et ils ont vu qu'il y avait, notamment avec la génération d'images, il y avait les mouvements étaient plus clairs et il y avait moins de smearing. Donc le smearing, c'est quand vous avez quelque chose qui se déplace et il y a une sorte d'une image qui reste derrière. Je sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment, si vous voyez ma main se déplacer comme ça, c'est comme s'il y avait des restants de ma main qui restent derrière. Vous voyez, c'est un peu dégueulasse dit comme ça. Ce n'est pas ce que vous imaginez, il n'y a pas des bouts de ma main qui se détachent, ok? Enfin bref. Et du coup, sur cette news, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié, que vous l'avez trouvé intéressant. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao ciao!